donc qui fait partie d'un cycle de 6 conférences art et sport organisées par le Pavillon Blanc de Colomiers, qui m'a invitée à réfléchir à une programmation du coup, qui a été construite collectivement avec notamment Ali et d'autres aussi, sur ces thématiques que vous voyez ici. Et on est presque à la fin puisqu'il nous reste juste la conférence sur la danse qui sera dans 2 semaines, le 29 mars, à faire. Donc un peu dans le désordre puisque j'ai été malade entre-temps. Et puis pour me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Olga Panella, enseignante en arts plastiques et doctorante en fin de thèse en arts plastiques aussi. Et je travaille sur les friches et les lieux marginaux de la production artistique reliés au végétal sauvage. Je suis moi-même une skateuse. Donc ça, je vais avoir l'occasion de vous en parler un petit peu. C'est pour ça que la conférence d'aujourd'hui est un peu émotionnelle pour moi. Je suis très très contente de vous la présenter. J'ai beaucoup travaillé dessus et surtout collectivement aussi avec l'aide de tout un tas de personnes croisées sur mon chemin par le biais de l'art et du skate au travers des années, que je voudrais remercier du coup pour commencer, puisque grâce à ces personnes, j'ai eu énormément de matières très intéressantes et j'espère que ça vous plaira un peu les différents biais d'approche que j'ai pris sur le skate, qui sont des biais, vous verrez, pas tout à fait conventionnels. Donc j'ai voulu intituler cette conférence Art et skate, regard sur la créativité et l'autonomie. Et voilà comment on va s'organiser aujourd'hui. On va commencer par un petit point historique. Vous savez que j'aime bien comprendre d'où viennent les choses, d'où viennent les matériaux aussi et de quoi on parle. Ensuite, on se posera la question de qu'est-ce que le skate créatif. Et puis, on s'intéressera à l'autonomie, donc à ce qu'on appelle le DIY, do it yourself, fais-le toi-même, et à la question du collectif, que ce soit la pratique collective ou le partage. Bonjour les retardataires. Et en fait, pour tout ça, du coup, je vous dis, comme vous venez d'arriver, ça c'est le sommaire de ce qu'on va voir. En fait, à travers ces 4 points, il va y avoir 4 regards qui sont ceux de Laurette, Marion, Lisa et Ziggy, avec qui j'ai mené des entretiens un peu plus longs du coup, et qui m'ont aidé à réfléchir à toutes ces questions. Et du coup, je me suis permise de prendre des extraits des réponses qu'elles m'ont données pour illustrer certains points. Du coup, c'est pas que moi qui vais parler, c'est aussi elles. Et je suis très très contente d'avoir pu, le vendredi c'est compliqué, avoir le croisement de ces regards-là et de ne pas avoir juste mon avis. Ça me paraissait quand même un peu logique par rapport à la thématique. Pour commencer, du coup, je vous disais que moi-même je fais du skate et en fait ça date pas d'hier. Ça fait depuis que j'ai 19 ans que je pousse la planche, pas de manière très très équilibrée, hein, mais quand même. J'ai commencé avec un skate tout naze et puis là, ça fait 1 an et demi que je prends des cours et que je fais ça plus sérieusement au skatepark Le Petit, dont on va reparler pas mal. Et en fait, j'ai beaucoup déménagé, j'ai vécu dans plein d'endroits, notamment à Paris, où je travaillais dans un espèce de centre d'art alternatif qui est le 59 Rivoli à Châtelet, entre le Louvre et l'Hôtel de Ville. Et dans cet ancien squat, en fait, on avait une grande salle d'expo et il y a eu un moment où il y avait 2 semaines de libre dans la programmation des expositions et je me suis dit, oula, un trou, je peux programmer un truc que j'ai envie de programmer. Et du coup, je ne sais pas avec quelle énergie et quelle motivation j'ai fait ça, mais aidée du coup de Alice Salard, qui était ma stagiaire à l'époque, et de Léa Sifredi, dont on va reparler aussi, qui est une skateuse du Sud-Est, qui a beaucoup vécu à Paris aussi. On a monté une expo collective et on était vraiment très très motivés parce qu'on a fait tous les skate shops de Paris pour aller gratter des planches et un peu d'aide, un peu de conseils, etc. Et on a fini par avoir quand même beaucoup beaucoup d'artistes dans cette expo, avec notamment ce robot-là en planche de skate qui était dans l'expo aussi. Et il y avait pas mal de monde au vernissage, comme vous pouvez le voir. Et on a montré des photos, des illustrations, de la vidéo. On voit pas trop là parce que c'est en plein après-midi, mais il y a un écran. Il y avait du coup le rez-de-chaussée et l'étage. Et c'était super intéressant parce qu'on a aussi fait un descriptif des différents shops et de leurs histoires et de l'histoire des personnes qui ont créé ces shops, etc. Enfin, on était quand même assez motivés. Et pour moi, c'est important d'introduire la conférence avec ça parce que cette exposition, ça a été plein de galères.
la découverte du monde du skate de Paris, qui est quand même assez particulier, qui est constitué de plein de collectifs différents, et en même temps la rencontre avec des gens extrêmement généreux qui ont accepté de me faire confiance alors qu'ils me connaissaient ni d'Adam ni d'Ève. Et en même temps aussi la rencontre avec des gens un peu moins sympas. Et donc pas mal de petits problèmes dont je vous raconterai peut-être ça hors micro. Mais en tout cas, ça m'a permis de voir toute l'étendue du monde du skateboard dans ce qu'il a de pire comme ce qu'il a de meilleur. Donc c'était une bonne introduction. Et surtout à quel point c'est compliqué quand on est une jeune femme de se faire accepter dans ce monde-là. Et ce qui pour moi vient aussi du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se réapproprier l'esthétique du skateboard pour faire un maximum d'argent ou pour l'image. Je ne parle pas des marques de luxe, etc. Mais il y a tout cet aspect-là. Et donc forcément, quand on arrive là et que personne ne nous connaît, il faut montrer un peu patte blanche aussi. Donc c'est normal aussi en quelque sorte. Mais il a fallu s'accrocher. En tout cas, ça a valu la peine puisque j'en ai retiré des amitiés que j'ai depuis avec des personnes extrêmement intéressantes, dont certaines, je vais vous les présenter aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est un peu pour le blabla personnel, on va s'arrêter là. Juste, moi je suis en fin de thèse, donc j'ai quand même un petit côté intello. Et je me suis renseignée du coup sur qu'est-ce qui se faisait aussi dans l'écriture académique, donc l'écriture de thèses, d'articles scientifiques sur le skateboard. Et j'ai trouvé cette chaîne YouTube qui s'appelle Pushing Borders, qui est vraiment très intéressante. Et j'ai regardé cette vidéo-là, University of Skate, une histoire du skate dans l'académie, donc dans le monde universitaire. Et j'ai noté quelques références du coup de ces 3 personnes qui sont Ian Borden, Becky Bill et Ocean Howell. Et qui citaient en fait ces personnes-là, donc Henri Lefebvre, Michel Foucault, les situationnistes, Michel de Certeau et Richard Florida. Et je voulais juste vous parler de ça très rapidement. On ne va pas rentrer dans les détails de l'aspect universitaire du skate aujourd'hui, mais juste pour vous dire que ça existe et que ça existe depuis un moment, en fait, des études universitaires sur le skate. Et ce que je trouvais intéressant dans cette vidéo-là, justement, c'est que ces 3 personnes, elles ont un rapport complètement différent au skate. Par exemple, Ian Borden, c'est un skateur amateur qui skate encore aujourd'hui. C'est celui qui est le plus à droite. La personne qui est au milieu, Ocean Howell, il a été skater pro dans sa jeunesse et ensuite il est parti en recherche à la fac. Du coup, ça l'a aussi influencé. Ça l'a aussi influencé de manière un peu particulière dans sa manière d'écrire, etc. Et la personne qui est en chemise noire à gauche, donc c'est Becky Bill. Elle a jamais fait de skate. Elle a assumé complètement qu'elle a jamais voulu commencer. Et par contre, elle a fait 30 années d'études universitaires sur le skate en assumant la posture de ne pas skater. Et quasiment toutes ses recherches, tous ses articles sont sur la communauté du skate, les skateurs, skateuses, etc. Et donc dans cette vidéo, elle explique aussi pourquoi elle n'a pas voulu faire de skate et comment est-ce que ça lui permet d'avoir une certaine posture qui n'est pas forcément comprise dans le monde du skate et dans le monde de l'université. Donc c'est intéressant d'avoir ces 3 visions différentes et comment ces personnes écrivent du coup sur le skate. Et en fait, c'est dingue parce qu'il y a plein de choses ultra intéressantes, notamment des choses assez déstabilisantes par rapport au skate aux États-Unis. Je vous raconte juste une petite anecdote. En fait, c'est Ocean Howell, du coup, dans cet article où je vous ai mis le titre ici, là, qui raconte comment est-ce que les skateurs aux US sont utilisés en fait pour gentrifier les quartiers. Donc du coup, les skateparks sont placés sous les ponts pour chasser en fait les populations de SDF qui se trouvent sous ces ponts. Et ensuite, quand le quartier est assez gentrifié, on chasse les skateurs à nouveau. Enfin, il fait tout un lien entre les règles d'urbanisme, la planification et la gentrification des quartiers aux USA. Donc voilà, il y a plein de choses passionnantes en termes d'architecture, de sociologie, de psychologie qui découlent de ces études universitaires. Et en même temps, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, ça c'est Ian Borden du coup qui le raconte là-dedans, c'est que quand on regarde l'histoire du skateboard à l'université, on se rend compte en fait qu'on peut voir l'histoire en train de se faire, puisque l'histoire du skate, elle est assez récente quand même. Et du coup, on voit les premières personnes qui ont travaillé sur le skate, comment est-ce qu'elles ont travaillé, du coup, principalement à base de magazines, en fait, et des premières pages Internet qui avaient vraiment des têtes assez comiques. Enfin, voilà. Donc, c'est intéressant de regarder en arrière comment ces personnes qui sont encore vivantes, qui font encore des conférences, etc., ont commencé à créer cette espèce de science académique sur le skate. Bon, voilà, j'enchaîne parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire.
Clément, le régisseur du Pavillon Blanc, s'est allègrement moqué de moi tout à l'heure quand il a vu le diaporama. Il m'a dit: «Tu vas jamais tenir 1 heure, c'est beaucoup trop lent». Donc il faut que je fasse très vite. J'ai arrêté de respirer à partir de maintenant. Du coup, on va commencer par un peu d'histoire. Donc je vais passer assez vite sur ces éléments, mais vous savez que moi j'aime bien me poser des questions sur les matériaux, sur comment c'est fait, et cetera. Du coup, forcément, ça m'intéressait pour le skate aussi. Et en fait, je me suis rendu compte que le skate était très, très lié aussi à l'histoire du patin à roulettes. La honte, non, je rigole. Donc, du coup, ça vient de l'invention successive donc des patins, mais aussi des roulements à billes, du coup, qui remontent un petit peu, puisque vous voyez que ça commence en 1670. Et en fait, ça va s'enchaîner avec diverses inventions. Vous allez voir que c'est intéressant aussi, puis c'est pour ça que j'ai ramené ma petite planche pour vous montrer. Et donc, on a des dates, là, c'est un peu listé de manière universitaire avec des dates qui ont l'air d'être un peu précises, mais en réalité, on n'est pas non plus 100% sûr de la véracité précise de ces dates. Et on pense que c'est dans les années 1930 que les premiers skates auraient été inventés, du coup, par des surfeurs californiens. Donc, à base de roulement de patins à roulettes, d'espèces de constructions avec des caisses sur des planches qui ressemblaient un peu à l'ancêtre de la trottinette. Et ce n'est que dans les années 50 que les skates vont commencer à être produits en nombre et distribués pour en fait permettre aux surfeurs de continuer à s'exercer quand il n'y a pas de vagues. Et vu qu'on a vu le surf à la conférence d'avant, normalement vous savez déjà un peu ça. Et donc à l'époque c'était seulement pour faire du downhill, donc la descente de pente, et des courbes, mais pas des courbes très pentues. Et à l'époque c'était des roues métalliques qui se bloquaient en fait dès qu'il y avait un caillou, donc c'était assez dangereux. Et ça s'appelait sidewalk surfboard ou roll surf, littéralement planche à surfer les trottoirs ou surf roulant. Ou si on va au Québec, qui fait toujours les choses un peu différemment, roulis roulant, j'ai vu qu'il y avait aussi ce mot-là. Et voilà, et donc du coup au début des années 60, ça va être remplacé par des roues en céramique qui vont permettre de pouvoir tourner un peu plus, même si ça sera toujours aussi dangereux de se prendre un petit caillou. Et il y a tout un tas d'inventions comme ça. En 1969, on va commencer à avoir, vous voyez la planche, elle est pas. Avant, elle était vraiment très très plate dans les années 60, et là, on a le tail et le nose, l'avant et l'arrière, qui sont relevés. Donc ça, c'est aussi des inventions qui vont se faire progressivement. La première compétition, c'est 1963 en Californie. En 65, déjà en France, il y a la première compète. Donc ça va se diffuser assez rapidement dans les années 60. Premier magazine, ça date de 64, c'est Skateboarder. On va avoir, en fait, ce qui est assez dingue, c'est entre 65, donc la première compète en France, et 78, environ 1,2 million de pratiquants estimés en France, donc c'est quand même énorme. Et en fait, ça va se casser la figure assez vite. Enfin, il va y avoir des enchaînements de crises de l'industrie naissante du skate qui vont voilà, ça va s'enchaîner au gré des tendances et des modes. Mais ce que moi je trouve super intéressant, c'est que, alors il y a plusieurs théories là-dessus, on aura l'occasion d'en reparler, mais on pense que le skate est arrivé en France par le biais de la côte landaise et basque, par le biais de Biarritz, etc., qui se targue du coup très fortement d'être à l'origine de l'entrée du skate en France et en Europe même. Et ce qui est chouette, c'est que, enfin chouette, je sais pas, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est les jeunes qui, du coup, ne voulaient pas faire la guerre du Vietnam, qui fuyaient du coup les États-Unis, qui venaient se réfugier en France et en Europe, qui auraient ramené aussi cette culture-là du skate dans le sud-ouest, et du coup aussi cette espèce d'esthétique et de philosophie très pacifiste, et en même temps aussi l'idée du surf trip et du skate trip, donc de partir voyager pour découvrir les meilleures vagues, mais aussi les meilleurs endroits où faire du skate, etc. Donc ça vient quand même aussi d'une philosophie assez pacifiste. En 72, on a l'invention des roues en polyuréthane par Frank Nasworthy et Bob Bann. Donc du coup, je vous disais, avant ça, c'était des roues en métal ou en céramique. Donc là, les roues en polyuréthane, ça va beaucoup aider à atténuer les vibrations et à manier la planche, ce qui va permettre de l'invention de nouvelles figures.
Et donc ça va s'enchaîner à fond dans les années 70 puisqu'il va y avoir une grosse canicule en Californie qui va permettre la naissance de ce qu'on appelle le bowl. Donc c'est la pratique de skater des piscines vides puisque la canicule a forcé les Californiens à vider leurs piscines. Et en fait, ça va partir de là beaucoup. En tout cas, les années s'enchaînant, il va y avoir de plus en plus de choses qui vont être inventées. À nouveau, c'est un peu délicat de parler d'invention dans le skate, puisqu'on ne sait jamais vraiment qui a fait les choses en premier et si c'est vraiment une paternité avérée. Mais en tout cas, on va avoir quand même des grands noms importants des années 70, comme Tony Alva, qui va être l'un des premiers à faire des air ou aerials, donc c'est-à-dire de passer au-dessus des margelles de la piscine sur la planche et de réatterrir en bas. Ce qui est quand même assez dingue, quoi, physiquement. Voilà, il y aura d'autres inventions un peu techniques, comme l'invention du truck muni de gomme. Donc le truck, c'est ça, cette partie-là. Et en fait, vous avez une gomme au milieu qui permet du coup, j'ai pas du tout de force, mais qui permet en fait de pivoter comme ça. C'est horrible, je suis super malade. Bon, en tout cas, vous avez un axe qui peut pivoter. Du coup, ça vous permet de faire ce qu'on appelle des virages gomme, c'est-à-dire au lieu de lever votre skate, vous pouvez juste appuyer sur le côté et ça vous permet de tourner. Et donc ça va entraîner du coup un grand changement dans la pratique du skate avec beaucoup de choses qui vont être possibles. Voilà. En termes de chiffres, en 75, il y a 15 millions de skates vendus aux États-Unis. Et donc, encore une fois, ça va aussi, après les différentes crises économiques, etc., il va y avoir des hauts et des bas et l'industrie va commencer à se professionnaliser à partir de là. Donc, quelques autres dates en France. Entre 74 et 77, le skate est reconnu, belle faute d'orthographe, Olga, bravo, comme sport par le ministère des Sports et va d'abord rejoindre la fédération du surf avant d'être inclus dans la Fédération française de roller et de skate en 97. Et dans les années 70, on va avoir énormément de skateparks créés en France, donc 27 juste en un an, c'est dingue, entre 77 et 78. Et nombreux de ces skateparks un peu originels vont ensuite être détruits. Et puis là aussi, ça va être un petit peu fluctuant selon voilà, les politiques urbanistiques, etc. J'ai trouvé, si ça vous intéresse, une anthologie de la skate presse française, donc sur endlesslines.free.fr. Si jamais il y en a qui veulent récupérer le diaporama, n'hésitez pas à venir me voir à la fin, je vous l'enverrai par mail, bien sûr. Et du coup, j'ai trouvé ça aussi, puisque je viens de passer une semaine à l'école de la photo à Arles, où je m'entends très bien avec la personne qui gère la bibliothèque de cette école, qui est ultra cultivée, et qui m'a envoyé cet article qui m'a quand même bien fait rire. L'histoire du skate français débute à Aix-en-Provence. Du coup, j'étais mais non, je viens de voir que c'était à Biarritz, c'est pas possible. Ils se mettent pas d'accord. Et en fait, effectivement, ça dépend de qui parle et de qui raconte l'histoire, et c'est toujours un peu flou. Mais du coup, il y a quand même ce bol-là dans un jardin d'Aix-en-Provence qui apparemment est assez connu, puisque même Vincent Matron a fait une vidéo là il n'y a pas si longtemps. Donc je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui connaissent cette histoire, mais j'aimerais bien échanger dessus si jamais. En tout cas, voilà, pour le skate, c'est intéressant parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos sur les personnes qui ont fait telle première figure ou telle autre première figure et qui en fait racontent qu'elles n'en savent rien. Enfin, si c'est vraiment ces personnes-là qui ont été à l'initiative de tel ou tel trick, du coup, une figure, c'est un trick. Et que en fait, c'est quelque chose qu'on donne à la collectivité du skate, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Je vous expliquerai ça un peu différemment. Encore un diapo rempli de textes. Wow. En 81, il y a la création d'un magazine qui est très important qui s'appelle Trasher, qui va aussi produire beaucoup de vidéos après. Et on va avoir tout un tas de choses qui vont changer dans les années 80, notamment avec diverses étapes, comme par exemple le franchissement des gaps, c'est-à-dire des sauts, soit des sauts entre deux éléments différents, soit des sauts de marche, et du coup qui vont aussi amener le skate vraiment dans un espace un peu plus urbain, puisque avant c'était vraiment des compétitions de freestyle, de slalom, etc., ou bien dans ces piscines. Et donc, du coup, ça va arriver un peu plus vraiment dans l'espace de la rue, même si on a des skateurs qu'on appelle de rampe ou de courbe, comme Tony Hawk, Steve Caballero, etc.
à la fin des années 80, il va y avoir un intérêt de plus en plus élevé pour ce qu'on appelle le street, donc c'est le skate de rue, vraiment. Avec des inventions, encore une fois, à prendre entre guillemets, comme le wall ride, c'est-à-dire le fait de rouler sur les murs avec sa planche, en allant très vite avant, et l'utilisation de mobilier urbain, et donc évidemment dans les années 80-90 aussi toute une tendance urbanistique de mobilier anti-skate, voilà, de tout un tas de créativité un peu horrible et glauque pour empêcher justement la pratique du skateboard dans l'espace urbain. Donc il y a des noms un peu comme ça qui remontent, comme Salman Aga, du coup, qui aurait inventé le switch, c'est-à-dire le fait de pratiquer avec la jambe opposée à la jambe d'appel, puisque en fait, quand vous commencez le skate, on vous dit bah, tu es régular ou tu es goofy. Donc c'est la jambe avec laquelle on pousse, du coup, la jambe d'appel. Et donc on peut le faire à l'envers, du coup ça ouvre un monde complètement nouveau pour le skate, puisque tout peut être du coup pensé à l'envers. Enfin, c'est des choses que moi-même j'ai encore du mal à conceptualiser, mais c'est vraiment fascinant. Et dans les années 2000, on va avoir les méga rampes, la verte, c'est-à-dire le fait de faire vraiment des énormes envolées à plus de 20 mètres parfois au-dessus du sol, avec donc des big air. Du coup, c'est la même chose que ce qui se passait dans les piscines dans les années 70, mais sauf que là, on prend 3-4 mètres de hauteur. Et là, il y a des noms aussi très connus. Il y a des anecdotes comme le fait de sauter par-dessus la muraille de Chine en skate. Enfin, il y a plein de choses qu'on va voir un peu aussi en images. Et en 2016, le skate est sélectionné pour les Jeux Olympiques, donc les premiers qui seront en 2020 à Tokyo. Du coup, on voit que c'est aussi une discipline qui n'est pas du tout institutionnalisée depuis longtemps, enfin en tout cas en termes de Jeux Olympiques. Et ça a aussi suscité pas mal de débats dans la communauté du skate. Entre qu'est-ce qu'on appelle le skate compétitif, la reconnaissance du skate, son institutionnalisation, qu'est-ce que ça apporte de bon ou de mauvais. Il y avait des avis très tranchés il y a quelques années notamment, et c'est toujours des discussions, même si aujourd'hui ça s'est un petit peu posé quand même. Voilà. Donc ça c'est pour le point historique. Juste comme j'aime bien regarder un peu large, j'ai fait une petite liste des jeux vidéo un peu importants justement pour le skate, et notamment pour pouvoir penser et inventer des nouveaux tricks. Ces jeux vidéo-là, enfin surtout ceux à la fin de la liste d'ailleurs, ont aussi permis à des générations entières de jeunes de se projeter dans l'espace avant d'utiliser sa propre planche. Et le cinéma, évidemment, c'est super important aussi pour la culture du skate. Donc j'ai fait une petite liste juste pour vous montrer que ça commence déjà du coup dans les années 60, donc conjointement à l'arrivée du skate aux États-Unis, enfin l'invention du skate aux États-Unis. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des films qui sortent de plus ou moins bonne qualité. Mais voilà, je trouve ça intéressant d'avoir déjà. Donc là, vous voyez par exemple ce que je vous disais, la planche de skate toute plate des années 60, qui est plus du tout celle qu'on utilise aujourd'hui. Et j'ai juste fait une petite sélection de 4 films, parce que du coup, j'en ai regardé plein, dont notamment les films de Larry Clark. Je ne sais pas si vous connaissez ce réalisateur qui a fait Kids, par exemple. Enfin, en tout cas, c'est un réalisateur qui est assez critiqué pour sa vision très crue des adolescents, notamment liés, enfin, qui ont tous eu des grosses problématiques incestueuses dans leur propre famille et qui du coup ont une sorte de vie ultra sexualisée avec beaucoup de drogue, etc. Enfin, c'est un réalisateur qui a été beaucoup remis en question justement pour sa manière de donner un portrait très destroy de la jeunesse, et du coup une image très particulière du skate aussi comme étant vraiment quelque chose de dangereux et qui montre en tout cas pas du tout les bons côtés du skateboard, il me semble, mais on pourrait en rediscuter aussi si jamais c'est une référence pour vous. En tout cas, moi j'avais vu ces films-là de Larry Clark quand j'étais très jeune. Et je les ai revus là et j'avais pas du tout la même réception de ces films-là, donc c'est intéressant aussi. Et donc il y a 2 films qui sont assez connus, Lords of Dogtown de Catherine Hardwicke, qui est sorti en 2005, qui a en fait une personne qui s'appelle Stacy Peralta, qui est donc un de ces inventeurs du skate quand il y a eu du coup la canicule en Californie, et qui a été une des personnes à vraiment lancer le skate et son industrie aussi
donc un skater, et qui en fait était déjà co-scénariste dans le film du coup Lords of Dogtown de Catherine Hardwicke, mais qui a sorti un documentaire accessible entièrement sur YouTube qui s'appelle Dogtown and the Boys, qui date de 2001, qui est vraiment super intéressant. Parce que le premier film, du coup, c'est une fiction, et là, lui, il a vraiment fait le documentaire avec les images d'archives, les entretiens, etc. Je vous le conseille. Donc sur cette génération des années 70 en Californie, comment ça se passait, comment s'est passé du surf au skate, etc. Et puis il y a des fictions, et moi mes préférées, ça reste Paranoid Park de Gus Van Sant, qui dépeint un portrait de l'adolescence très poétique, et Mid-90s de Jonah Hill, qui date de 2018, qui parle aussi de sa propre adolescence à lui par des biais de fiction. Et je voulais, parce que du coup j'ai regardé toutes les vidéos qui vont avec, les analyses de films et machin et tout, et j'ai vu du coup ce que vous voyez là en bas à gauche, c'est le casting du film qui passe en fait une sorte de test où on pose des questions très précises sur la culture du skate, sur l'industrie du skate, les marques, les vidéos, etc. Et en fait, du coup, ça me permet de vous parler de ce qu'est un skate nerd. Un skate nerd, c'est quelqu'un qui connaît tous les petits détails, qui skate chez qui machin, etc. Et donc, on voit à quel point les acteurs qui ont été recrutés du coup pour ce film, qui pour la plupart ne sont pas des acteurs professionnels, connaissent sur le bout des doigts cette culture-là. Voilà, on passe à la deuxième partie. Qu'est-ce que le skate créatif ? Alors, j'ai beaucoup d'éléments là-dessus. Et comme je me suis vraiment posé cette question de manière ingénue quand j'ai commencé à faire mes recherches sur cette conférence, j'ai aussi collecté des avis divers et variés. Et justement, on parlait du skate au JO, de la compétition et du coup de tout ce qu'il y a à côté de ça. Et peut-être que ça va vous aider à comprendre aussi ce qu'on entend, ou en tout cas ce qui revient, je trouve, aussi à l'essence même de ce qu'est le skate et de ce qui rend le skate intéressant et de ce qui rapproche le skate de l'art aussi. Donc du coup, je vous lis avant tout l'avis de Laurette là-dessus. Donc Laurette qui est une artiste locale qui du coup fait partie intégrante du skatepark où je skate moi aussi. Donc le style, la créativité dans l'art et dans le skate, je dirais que c'est quand tu essaies de faire les choses différemment et d'apporter quelque chose de nouveau à ta discipline. Pour moi, c'est un peu la phase post-apprentissage. Une fois que tu connais tes classiques, tu vas chercher à te les approprier à ta manière. C'est l'interprétation personnelle de mes classiques et comment j'y mets ma personnalité. Et donc pour corroborer ça, Lisa Jacob, du coup, qui est une personne dont on va reparler en deuxième partie de la conférence, qui nous dit « Le style et la créativité sont deux choses différentes. Pas besoin d'être créatif pour avoir du style. On peut avoir du style en faisant un simple ollie en flat, donc ça veut dire faire sauter sa planche sur un espace plat. Je vous fais la traduction à chaque fois. Ou même juste en poussant dans la rue. Le style, c'est ce qui advient de la façon dont le mouvement est exécuté. La créativité s'exprime dans le choix des figures, le choix du terrain, c'est-à-dire les spots qu'on va skater, et l'intersection des deux. Le choix du trick qui fera le plus sens sur tel spot. J'entends par sens le trick qui mettra à la fois en valeur le spot et le mouvement du skater. Donc il y a à la fois un truc qui est un peu chorégraphique et en même temps quelque chose qui est clairement architectural. Et ça se mélange un peu, ce que je trouve intéressant. Donc j'ai regardé des heures et des heures de vidéos grâce à mes amis qui m'ont fait tout un tas de conseils et c'était génial, mais je ne peux pas vous montrer des vidéos ici, donc je vous montre des captures d'écran toutes pourries, mais juste pour que vous ayez un peu des aperçus du coup de ce que ça peut être le skate créatif, notamment avec Daewon Song. Donc c'est par exemple de enlever ses pieds de sa planche et de mettre sa main quand on est en fait à la verticale comme ça sur une courbe. Donc des choses qui paraissent toutes simples mais qui sont ultra compliquées à faire, ou alors faire des choses ensemble comme vous voyez ici en bas à droite. Mais ça peut aussi être complètement autre chose, c'est-à-dire sortir des vidéos avec des concepts artistiques un peu dingues, comme par exemple dans cette vidéo Fully Flared de Lakai, qui en fait est une vidéo où, alors je ne sais pas si ça se comprend dans la capture d'écran que j'ai mise, mais tout un décor de cinéma est construit et en fait là le skater passe dans le mur et le mur
explose, quoi. Et en bas, on a carrément une énorme explosion une fois qu'il a passé le set de marche qu'on ne voit plus puisqu'il a explosé. Et ça, c'est réalisé par Ty Evans. Et lui et Spike Jonze, ce sont les premiers qui ont intégré en fait, dans le filming de skate des effets spéciaux de cinéma. Donc voilà, ça c'est aussi des vidéos avec des gros budgets, etc., des effets vraiment spectaculaires. Mais ça peut être une piste de réflexion, de réponse à ce que serait le skate créatif, du coup, en termes de destruction du décor ou en tout cas en termes spectaculaires. Et quand on parle de spectaculaire, on peut parler aussi, je vous parlais des méga rampes et de la verte. Et on a par exemple Bob Burnquist dans Dreamland, du coup, qui fait vraiment des énormes sauts complètement incroyables. Et il va dropper d'un hélicoptère. Donc dropper, ça veut dire descendre de son skate pour aller sur la courbe qu'on voit en fait en dessous de la ligne rouge là. Donc voilà, après ça, c'est l'Amérique, les gros budgets, des trucs un peu comme ça. Il y a aussi des parallèles un peu moins onéreux, comme par exemple dans cette super vidéo à droite qui m'a été conseillée par Paul, où tout simplement, en fait, on va utiliser des caisses de bière pour faire des tricks, pour glisser, etc. Et qui vont être tout aussi créatifs. Du coup, il y a vraiment plein de styles différents dans l'expression de la créativité du skate. De Lisa à ce propos, c'était qu'est-ce qu'on choisit de faire comme tricks sur tel spot pour que ce soit esthétique, que ça fonctionne bien. Donc il y a vraiment cette double considération architecturale et chorégraphique. Donc voilà, là, encore une fois, si ça vous intéresse, je vous invite à noter ces références ou bien je vous donnerai mon diapo, mais c'est vrai que c'est compliqué d'en parler en ayant des images fixes pour ça. Mais d'ailleurs, c'est intéressant cette question de l'image fixe, puisque au tout début de l'histoire du skate, on ne pouvait voir du skate autrement que dans la rue, que par le biais des magazines, donc c'était de l'image fixe. Et une fois que la vidéo, Internet, etc. est rentrée aussi dans l'équation, ça a été complètement autre chose. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux ont encore complètement fait évoluer cette pratique-là avec la possibilité d'avoir une sursaturation d'images de skate. Pas forcément de meilleure qualité non plus, mais du coup on perd aussi avec les longs formats. Avant on avait des possibilités d'avoir des vidéos de 1 heure et demie, ça se fait quand même beaucoup moins. Donc il y a beaucoup de choses à dire aussi sur l'évolution de l'image entre l'image fixe et l'image animée dans la culture du skate. Après j'ai mes petits préférés aussi, comme par exemple le Skateboarder de Nicolas Malinowski, qui est un designer français qui fait du skate, qui en fait est une vidéo où il va inventer un son à partir des bruits du skate. Et moi j'ai un petit fétichisme olfactif, non pas du tout d'ouïe là, comme on dit, auditif, merci. Et donc forcément moi ça c'est des trucs qui me font grésiller la moelle épinière. Mais c'est super intéressant aussi son travail de créer un son avec les bruits du skate quoi, à partir d'une vidéo qu'il a filmée. Donc voilà, je vous invite à regarder ça, c'est assez chouette. Et en termes de créativité, il y a aussi des personnes qui vont démembrer leurs planches, comme Matt Tomasello, mettre des charnières, couper le bout, vraiment essayer d'avoir un maximum d'idées ingénieuses pour du coup inventer des tricks qui sont complètement hors de la terre, quoi, puisque c'est des choses qui n'ont jamais été vues auparavant. Et pour lesquels on suppute qu'il faut des centaines et des centaines d'essais pour que ça marche, parce que ça n'a quand même pas l'air facile. Mais il y a quand même des personnes assez dingues qui ont des idées assez dingues, donc c'est chouette à voir, franchement, en termes de créativité. Voilà, et puis il y a aussi la créativité un petit peu plus, comment dire, moins tout de suite spectaculaire, mais tout autant intéressante, comme par exemple la créativité du filmeur Romain Battard, sur lequel on va revenir là, qui, en fait, avec ses vidéos Guidi, donc Guidi, ça veut dire, c'est un mot anglais qui veut dire un peu pas très net, ni fait ni à faire, et en fait, c'est une série de vidéos qu'il a commencé avec les restes de ce qu'il avait et qui n'avait pas été sélectionné pour des vidéos de projet. Et en fait, ça a eu tellement de succès que il en a fait toute une série. Et en fait, pour certaines de ses vidéos, il a un concept particulier, comme par exemple la Guidi 7 de Andy One, qui est en fait toute centrée autour de la main. Je vous en dis pas plus, mais c'est toute
une réinterprétation de la main dans la vidéo de skate, donc c'est intéressant. Et on le voit là en train de filmer, que en fait, il prend vraiment aussi des décisions de cadrage, de point de vue, etc., où il va aller très très près, il va s'éloigner. Enfin, il y a tout un tas de choses dans le fait de filmer du skate qui sont intéressantes. Comment est-ce qu'on se place, comment est-ce qu'on suit la personne qui skate, comment est-ce qu'on s'arrête pour que la personne passe devant nous. Enfin, il y a tout un tas de... Moi, ça me fascine vraiment, toutes ces décisions créatives-là à prendre en filming. Et le travail de Romain, ça fait des années que je le suis. On l'avait montré déjà à l'expo à Paris. Et puis voilà, et puis il y a des sortes de figures dont je connais pas le nom parce que je suis vraiment un bébé dans ce vocabulaire-là, mais comme par exemple en haut à droite, là, c'est vraiment cette idée aussi d'amener la planche sur le côté comme ça pour passer un obstacle. Enfin, voilà, ceux qui s'y connaissent, vous me direz comment ça s'appelle, mais je trouve ça fascinant, quoi. Donc ça la Guidi 2 et la Guidi 7, je vous les conseille vraiment fortement. Et je suis contente parce que j'ai trouvé, en cherchant, des photos de Romain qui filme, parce que c'est ultra rare. Et en plus, Romain ne parle jamais de ce qu'il fait. C'est vraiment quelqu'un qui ne dit rien sur sa pratique, qui est très discret, qui est mais au demeurant un excellent, enfin un humain très sympathique. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir aussi Romain dans l'action pris en photo, et notamment ici par Clément Arpillard. Et il y a un article où il y a une des rares interviews de Romain où il explique du coup un petit peu qu'est-ce qui l'intéresse dans ses vidéos, dans la manière de filmer, etc. Et il va beaucoup filmer avec le fisheye, donc du coup cet objectif qui va arrondir tout le paysage. Et il nous raconte que pour lui c'est vraiment quelque chose qui est un défi et qui relève du jeu. Donc j'ai prélevé et traduit, parce que c'est un article en anglais, un petit extrait de ce que dit Romain dans cet article. Penser à une idée, un concept est intéressant pour moi car ça me fait réfléchir encore différemment à mes choix pour le filming et cela permet de donner un espace de visibilité à des skateurs qui le méritent. C'est bon pour tout le monde. Donc ça là, ce que vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, le wall riding, donc le fait du coup de rouler sur le mur, qui est une pratique qui est ultra difficile. Donc voilà, je trouvais ça intéressant aussi d'avoir des photos de filmeurs en train de filmer. Et en même temps, quand on pose la question à Romain sur pourquoi il fait ça, qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui le passionne, ses réponses sont vraiment très très minimalistes. Donc il m'a dit du coup, pour moi c'est un peu comme un jeu de filmer au fisheye, c'est toujours un petit défi. Et en vrai c'est une passion comme une autre. Quand tu es passionné, ça ne s'arrête pas comme ça. Voilà. Donc c'est aussi, mais je trouve ça beau aussi, c'est aussi des personnes qui ont pas forcément, enfin qui revendiquent pas forcément d'avoir une pratique artistique, qui sont juste nourries par une passion et qui peuvent pas s'empêcher de vivre de cette passion. Après, ce que je trouve vraiment intéressant avec Romain, c'est que c'est quelqu'un qui a appris par lui-même à réparer ses caméras, qui sont des VX1000, donc c'est des caméras qui sont quand même assez particulières. Et donc, il répare tout, il fait le montage, il fait des insertions dans ses vidéos d'animation, de plein de choses. Il y a une vraie pensée esthétique et aussi dans le choix de ses musiques. Et en même temps, il a aussi appris tout seul, donc en autonomie, à réparer ces vieilles caméras qui se prennent quand même régulièrement des coups de skate dessus. Voilà, moi, c'est ce genre de pratique, je trouve ça quand même ultra intéressant et chouette. Et donc, je suis passée du coup cette semaine à l'école de la photo et Fabien m'a aussi recommandé ce livre, Rather Fly Than Walk, donc plutôt voler que marcher, de Alex Penaud et Romain Mounier, qui ont bien voulu accepter qu'on montre des visuels de ce bouquin. Et donc c'est un livre qui est fait de manière très jolie, avec des inserts de carnets, de photos, et en fait c'est un livre qui vient documenter un tournage qu'ils ont fait sur justement cette culture de la rampe et de la verte en Californie. Et donc ça raconte tous ces mois de tournage enchaînés, donc c'est pour cette série sur France TV, Horizon Vertical. Et c'est une sorte de carnet de bord argentique, ils appellent ça, donc l'intimité photographique d'un projet vidéo qui nous a occupé ces 3 dernières années. On a voulu partager cette vision hors champ qu'on a développée à côté du tournage. Il y a beaucoup de choses dans ce livre, mais elles peuvent se résumer à du skate et des amis. Donc voilà, toujours une manière très très minimaliste de parler de sa pratique artistique, mais en même temps empreinte de modestie, donc c'est quand même aussi quelque chose à notifier pour moi qui
et beaucoup discuté avec des artistes qui sont parfois très très prolifiques sur tout ce qu'ils font de magnifique et de génial. Voilà, en tout cas, ce que moi j'aime bien aussi, c'est les personnes qui font de la photo et qui font du skate en même temps, et on aura l'occasion d'en reparler. Mais je vous parlais du coup de Léa Sifredi qui m'a beaucoup aidée pour le montage de cette expo à Paris, et ici on la voit sur 2 images prises par Clément Schuller et Raïssa Abal. Donc ça, par exemple, ce sont des images après qui peuvent être publiées dans des magazines. D'ailleurs, je vous en ai amené quelques-uns là, si vous voulez regarder après. Et ça, c'est une image qu'elle a faite elle-même, du coup, qu'elle a appelée Lumière divine. Donc c'était à Arcueil en 2017. Et Léa, c'est une artiste dont on a déjà parlé dans la conférence sur le surf, puisque c'est elle qui avait fait tout l'univers graphique de la surfeuse Liane Curren. On avait fini la conférence sur le surf là-dessus, donc je suis contente de vous reparler un petit peu d'elle aussi aujourd'hui, mais très furtivement. Ça ne va pas être le cœur du sujet. Et en fait, ici à Toulouse, on est entouré de plein d'artistes très très chouettes, comme par exemple Gabriel Renaud, aussi appelé Gabouche. Et j'ai trouvé cette photo-là, ce hippie jump de Anthony Mardel, vraiment très très parlante en termes de ce que peut être aussi la créativité dans le skate. Donc le hippie jump, c'est simplement de sauter au-dessus de sa planche, et donc par exemple là, du coup, pour éviter ce banc, et de réatterrir dessus, donc c'est pas si simple. Et donc, c'est quelqu'un qui a vraiment un œil, un regard esthétique en photo, qui fait aussi beaucoup de portraits des personnes qui sont très justes et touchants. Donc, c'est quelqu'un qu'on a l'habitude de côtoyer dans les cercles du skate toulousain. Donc, ça me fait plaisir de vous montrer un peu ce qu'il fait. On reviendra dessus après aussi. Et il n'y a pas que la photo, il y a aussi l'illustration. Donc Ziggy, du coup, qui est une personne dont je vous lirai des témoignages aussi au cours de la conférence, donc qui est plutôt dans l'illustration, le graphisme, la musique et la micro-édition. Donc je vous la cite, puisque c'est ce qu'elle m'a écrit quand on a eu ces discussions pour la conférence. Le lien avec le punk et le skate, je dirais que c'est principalement la capacité à s'entraider et à être autonome. Rajoute à ça prendre un espace qu'on ne nous laisse pas d'habitude en tant que musicien, musicienne et que skateur, skateuse. C'est un des trucs les plus importants que je retiens. On prend la ville, les skateparks, la scène, les concerts, des endroits dont on a été automatiquement rejeté et dont l'apprentissage a été rude, des endroits où on ne nous a pas laissé de chance. Et donc là, c'est une image extraite d'une bande dessinée qu'elle a faite avec son esthétique bien particulière que j'aime beaucoup, qui parle aussi de cette condition de flou dans la construction genrée, dont on va reparler aussi par rapport au fait de proposer des espaces de skate en non-mixité choisie. On en reparle après. Et j'ai aussi eu des discussions avec mon ami Alex, qui est shaper. Donc, je vous apprends plein de mots anglais ce soir. Le shaping, c'est le fait de penser des formes de planches de skate originales. Enfin, pas forcément originales, puisqu'on peut faire du shaping aussi juste pour des skates tout à fait conventionnels. Mais du coup, pour Alex, c'est aussi l'opportunité d'exprimer sa créativité au travers de ça. Et en fait, ça me permet de vous parler de quelque chose que je trouve super intéressant, qui est en fait, c'est quoi une planche de skate? Et donc, une planche de skate, j'ai appris grâce à Alex que ce sont 6 à 12 couches fines de bois séchées et collées. Donc, soit avec une colle à base d'eau ou bien avec une résine époxy, puis compressée. Et c'est très important d'avoir la bonne colle et la bonne pression. Donc lui, par exemple, il fait ça avec de l'érable canadien collé à l'époxy ou à la polyuréthane et pressé dans un moule parfaitement symétrique sous une certaine pression qui oscille entre 5 et 10 tonnes. C'est énorme. Et donc, apparemment, c'est super important, tous ces éléments-là. Et on discutait de ça. C'est un très bon copain, donc on rigolait un peu parce que moi, j'arrivais au bout de 2 semaines de recherche intensive sur le skate à me dire, mais tout ça n'est qu'un bout de bois avec des roues, comment c'est possible? Et en fait, il me disait que non, justement, c'est pas juste un bout de bois. Et en fait, ce qui est intéressant dans son métier à lui et ce qu'il aimerait bien plus partager, c'est que toute cette précision, ça permet à d'autres personnes d'exprimer des choses. Mais aussi, il y a tout un côté médiation dans son boulot qui est de partager comment ça fonctionne, comment ça marche et toutes les petites finesses et de justement la forme des planches, etc. Donc je cite Alex.
On pourrait se dire que c'est un simple bout de bois, mais il y a quand même une combinaison d'actions précises qui permettra d'obtenir un skate permettant une expression la plus poussée possible. Et pour lui, la question de la créativité, c'est hyper dur parce que c'est comme inné ou induit par tout ce qu'on a vu et entendu au cours de sa vie. Ce qui est aussi intéressant comme définition, je trouve. Donc voilà, je vous ai mis 2 exemples qu'il a accepté de nous prêter du coup pour vous montrer un peu ce qu'il fait. Et c'est quelqu'un, je trouvais ça intéressant aussi à préciser, qui a un bac+3 en chimie de matériaux. Et qui du coup, grâce à ça, a vraiment aussi cette conception un peu, cette curiosité de recherche de comprendre comment ça marche, comment c'est fait, etc. Donc je trouve que c'est un exemple intéressant aussi de créativité dans le skate et souvent on ne pense pas à ça. Et le shaping dans le skate, c'est beaucoup moins connu que dans le surf par exemple, où c'est vraiment un métier qui est complètement admis. Et Alex travaille aussi à ce qu'il y ait plus de connaissances de ça. Donc voilà, ça c'était pour la question du skate créatif. Donc j'ai pas une réponse très spécifique à vous donner là-dessus. Je pense qu'il y en a quand même plein. Juste, j'aurais bien voulu vous lire un truc que j'ai trouvé en faisant mes petites recherches. C'est Mathias Thomer qui nous dit « Il faut que le skate soit créatif. Il ne faut pas qu'il soit monolithique avec un seul style de figure ou de personne. Il faut que ça reste ouvert à plein de formes. » Et cette question de la diversité, je la trouve vraiment intéressante et essentielle. Et elle montre bien aussi que c'est important de garder la liberté du coup, dans l'appréhension des choses et que ça dépend aussi des individualités de chaque personne. Et à ce sujet, je voulais juste, avant de passer à la prochaine partie, vous lire un petit extrait de ce que dit Rodney Mullen. Donc Rodney Mullen, qui est vraiment une figure essentielle du skateboard des premières générations, qui a inventé tout un tas de tricks et qui a beaucoup parlé, qui a fait beaucoup de conférences et d'interventions sur ces questions-là. Donc il nous dit, en 2013, à l'Université de Californie du Sud, « Donc voilà comment ça fonctionne pour moi, le processus créatif du skate de rue. La beauté du skate, c'est que personne n'est supérieur à l'autre. Les skateurs sont souvent des gens différents, des marginaux, qui cherchent un sentiment d'appartenance, mais qui, et ça je trouve que c'est très important, refusent d'être ce qu'ils ne sont pas. Et le vrai respect vient du fait qu'on s'échange tous des trucs, des figures de base, des 3-6 flips, on prend tout ça, on se l'approprie et ensuite on le repasse à la communauté d'une manière qui édifie et qui construit la communauté elle-même. Plus nous contribuons, plus nous exprimons et formons notre individualité, ce qui est si important pour la plupart d'entre nous, qui nous sommes longtemps sentis rejetés. La somme de tout ça nous donne quelque chose que nous ne pourrions jamais atteindre individuellement. Il y a une sorte de très belle symétrie. Le degré auquel nous nous connectons à cette communauté est proportionnel à notre individualité, que nous exprimons par le biais de ce que nous faisons. » Pardon. Et lui, il rapproche ça à la communauté des hackers du open source, c'est-à-dire ces personnes qui vont prôner des ressources Internet gratuites, accessibles à tous, en transparence, etc., comme par exemple Linux. Et il rapproche la communauté du skate à celle-ci. Je trouve ça intéressant comme parallèle. Et Rodney Mullen, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup parlé de la résilience du skate, c'est-à-dire, lui, il dit en anglais « falling and picking yourself up », c'est-à-dire tomber et se relever. Et que cette résilience-là, face à la chute, à la souffrance, etc., elle est très inhabituelle dans notre société aujourd'hui et que c'est quelque chose de très précieux. Et je suis assez d'accord. Voilà. Et juste pour finir sur cette question du skate créatif, j'ai pas mal échangé dessus avec Paul, justement, qui est un skateur local. Et lui, il dit que le skate créatif, c'est un euphémisme parce que, en fait, à partir du moment où on skate, on va interpréter tout ce qu'on a autour de nous, peu importe notre niveau. On va recycler notre environnement et on va faire des choses avec des éléments qui traînent. Puisque lui, il raconte en fait que il a grandi comme pas mal de personnes du coin dans des villages où il n'y avait pas de skatepark ou alors où il y avait des skateparks en métal qui étaient plus dangereux que juste de skater sans skatepark. Et donc, à cause de ça, il a aussi, avec ses amis, fait tout un tas de modules lui-même, etc. Donc, appris à construire en autonomie. Et pour lui, le skate, c'est une danse avec un objet, c'est une expression corporelle. Et c'est aussi quelque chose qui est très créatif par rapport aux lois de la physique. Donc, il m'a parlé notamment de quand on pop, c'est-à-dire qu'on va appuyer sur l'arrière de sa planche pour la lever. Et qu'en fait, c'est la même loi physique que celle qui fait décoller les fusées. Enfin, il y a tout un truc comme ça qui est quand même super intéressant.
Et ce qui dit aussi que j'ai trouvé chouette, c'est que en fait, quand on skate, on ne crée pas de la valeur comme la société l'entend, on crée de la sensation, de la proprioception, de l'équilibre, de la sensation de son corps et du progrès en nous-mêmes, puisqu'on est sans cesse appelé à dépasser ses peurs, etc. Et c'est créatif car c'est quelque chose de bienveillant dans le sens de mélioratif et que dès qu'on skate, on s'apporte quelque chose et on apporte quelque chose aux autres. Donc forcément, on est dans un acte de création. Je trouve que c'est une définition quand même intéressante. Évidemment, bon, vous me connaissez pour les personnes qui ont vu les autres conférences. D'habitude, je suis très très critique quand je parle de différents types de sports, notamment par rapport à leur inscription dans la société, etc. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vraiment me concentrer sur les bons côtés du skate. Mais sachez que je suis aussi très très sensible aux problématiques qui sont plus de réappropriation, de lien avec le luxe, etc. Mais voilà, j'ai aussi choisi aujourd'hui de ne pas trop parler de ça parce que j'avais envie de vous parler de pourquoi j'aime autant le skate. Donc, on va parler maintenant de l'autonomie et du DIY qui sont des choses très importantes dans le skate et qui m'intéressent beaucoup pour ma thèse puisque moi je m'intéresse aux lieux d'art autogérés, aux friches, aux squats. Donc forcément cet aspect-là du skate me plaît beaucoup. Pour illustrer ça, j'ai mis une série de photos que j'ai moi-même prises, super, super égotique comme pratique. Mais je trouvais que ça marchait bien en fait comme illustration et qui sont en fait des lieux qu'on trouve dans les Cévennes. C'est pour ça que j'ai mis l'exemple Cévenol, dans lesquels j'ai pu aller à plusieurs reprises, notamment en soutenant mon amie Marion pour des tournages de vidéos de skate pour des skate trips. Et en fait, dans les Cévennes, donc je ne citerai pas ces lieux par souci de discrétion, mais il y a divers lieux, c'est assez connu les Cévennes pour ça, qui ont été faits par des skateurs, skateuses complètement en autonomie, sur des terrains en friche, dans des endroits cachés, avec les moyens du bord, en collectif, etc. Et du coup, je profite de ces quelques photos pour vous rapporter des propos sur ces questions du faire soi-même et de l'autonomie. Donc Laurette nous dit, dans le skate, on s'encourage tous à tester, échouer, recommencer. Pour moi, le DIY, c'est un partage d'expérience et une manière de grandir. Dans le skate, c'est beaucoup apprendre à faire en fonction de ses besoins. Tu veux skater, bah cool une dalle. Toujours Laurette, qui m'a dit des choses magnifiques. Je suis trop contente de pouvoir les lire. Je crois que c'est important de savoir se débrouiller. Il y a eu une rupture de transmission du savoir-faire dans les générations précédentes avec l'arrivée des grandes études. Nos grands-parents qui voulaient que leurs enfants soient avocats ou médecins, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, notre génération, on la ressent cette coupure. J'aurais adoré apprendre toutes les choses que les vieux savaient faire à l'époque. Peut-être que je vois le DIY comme une réappropriation de nos racines, ce dont on nous a privés pour nous faire entrer dans le cadre il y a quelques générations passées. J'ai envie d'être capable d'apprendre aux kids de se débrouiller par eux-mêmes. Quand tu sais te débrouiller, tu es moins dépendant. Et quand tu n'es pas dépendant, ben tu es libre. Ou du moins, tu as l'impression de l'être un peu plus. Et je trouve que c'est intéressant vraiment cette question de savoir faire les choses par soi-même et que ce soit quelque chose qui vienne nourrir notre agentivité et juste notre connexion responsable avec le monde, quoi. Ça dépasse le skate, en tout cas pour beaucoup de personnes avec qui j'ai eu cette discussion. Du coup, on revient à Ziggy qui nous parle de son avis sur le DIY. Quand j'ai l'énergie, j'aime bien organiser des jams musique au skatepark. Donc les jams, c'est Ziggy qui vient avec ses potes et des instruments et tout le monde peut en faire. Pendant les sessions en mixité choisie. Donc je précise, ce sont les sessions au skatepark Le Petit le jeudi soir qui sont du coup en mixité choisie, femmes et toute personne non binaire, trans, etc. Pour décomplexer la pratique de la musique aussi. C'est pas si compliqué que ça, c'est pas réservé à des personnes qui ont eu une éducation musicale. T'as envie de faire ça, trouve des potes et fais-le. Le skate, c'était ça pour moi. J'avais envie, je trouvais personne, on a monté les sessions et maintenant j'ai une ribambelle de gens à contacter si je veux sortir skater. Des gens que j'aurais jamais rencontrés sans ça, qui auraient jamais croisé ma route. Elisa Jacob, du coup, à son tour, à propos du DIY. Le skate est DIY en cela que c'est un apprentissage autodidacte, donc autonome. Ça, c'est pour la pratique en elle-même. Ensuite, au niveau de la culture, c'est aussi souvent très DIY, en cela que les skateurs se forment eux-mêmes au métier de l'image et des médias, via le skate et l'envie de participer à sa représentation culturelle. Construisent eux-mêmes leurs spots qu'on appelle des DIY,
Le skate, comme toutes les cultures alternatives underground et les pratiques qui ne sont pas encadrées par le système institutionnalisé, se construit par le DIY et la volonté de ses participants de développer leurs pratiques et cultures, car personne d'autre ne le fera pour eux. Je trouve que son point de vue, il est vraiment super précis et je suis assez d'accord avec elle là-dessus, sur cette question aussi. D'ailleurs, ça revient à ce qu'on disait sur Romain Battard, le filmeur qu'on a vu tout à l'heure. Et ce fait de apprendre à réparer ses propres caméras tout seul par nécessité, donc c'est aussi une forme d'autonomie et de DIY en quelque sorte. J'adore cette photo. Donc c'est Louise Aina dans les Cévennes avec des brebis. Donc Laurette, à propos de la culture skate. Pour moi, la culture skate, c'est une géante petite organisation sans règles. Chaque petite chose à laquelle un peu tout le monde contribue. Pour moi, c'est ça. Une contre-culture qui échappe à ceux qui voudraient se l'approprier tant elle est libre et poreuse. C'est un concentré d'âme et d'énergie intangible qui grouille à travers le monde. Pour moi, c'est un peu aussi le berceau des marginaux qu'on n'a jamais vraiment réussi à mettre dans des cases et qui s'expriment entre eux. Chacun, en créant des petites choses, en étant nous-mêmes, on écrit l'histoire du skate. Et ce qu'il y a de différent des autres milieux, c'est qu'on se souviendra toujours de toi, peu importe ce que tu as fait. Il y a de la place pour tout le monde, et même si tu n'es pas reconnu mondialement pour ce que tu fais. Et là, une petite photo de Louise Aina taboulée par Clément Schuller à Beaulieu, que j'aime beaucoup. J'y étais. Ok, un autre point que j'aimerais bien aborder par rapport à la question de l'autonomie et du collectif, c'est l'association Copain Coping à Toulouse, notamment. Du coup, c'est l'association qui gère le skatepark Le Petit, où je skate et où je suis bénévole du coup maintenant. Grâce à Sam, j'ai plein de, de photos de travaux qu'on a cherché un peu partout. Et je sais pas, moi, je les ai vus l'été dernier faire des travaux quand le parc est fermé, et je trouve ça vraiment ultra courageux de faire tout ce qu'ils font, quoi. Enfin, moi, je sais qu'ils ne voient pas ça comme ça du tout, mais en tout cas, j'avais envie aussi de montrer comment ces travaux qui sont faits de manière associative et bénévole, hein, pour créer ces espaces-là et permettre à tout un tas de personnes de skater. Je trouve que c'est en soi déjà un acte créatif, voire artistique, quoi, vraiment. Donc à ce propos, j'ai trouvé des petites citations pour illustrer aussi cette idée-là. Donc Marion, du coup, qui est une personne qui est très importante pour moi, qui est réalisatrice de films de skate, notamment, mais qui a aussi bossé dans d'autres registres, qui nous écrit « Fabien 1 écrit dans son essai « Do it yourself »« Être punk ne se décrète pas. Être punk se vit, concrètement, sans différer, sans l'aval de quiconque, par l'engagement et par l'action, avec l'autonomie et l'indépendance pour horizon, l'émancipation pour élan, et l'autodétermination pour tout bagage. En cela, la culture punk est bien davantage qu'un courant musical. Elle ouvre des possibilités, dresse des perspectives, donne du sens, offre un mode d'existence positif, encourage la créativité. Quand il n'y a pas de skatepark, on en fabrique un. » Et j'ai trouvé, en farfouillant dans les documents de l'association, les valeurs du skatepark. Un petit dossier doc comme ça. Et le début, j'ai trouvé très touchant. Du coup, j'ai mis un petit extrait. Donc, c'est écrit, du coup, c'est pour l'équipe du skatepark. Échange communication. Communication entre nous, toujours ouverte et à l'écoute. On évite de s'imposer aux autres. Toujours chercher un consensus entre tous. Les décisions importantes de la sauce font tous ensemble. On partage un maximum d'informations sur tous les sujets. Et cette philosophie-là, pour moi, qui est beaucoup évoluée dans plein de sphères différentes, et notamment dans le monde associatif, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Et cette manière de voir les choses et de voir le vivre ensemble, je trouve que ça se retrouve assez peu, c'est très précieux, quoi. Donc c'est aussi la manière de considérer l'autonomie et le collectif, ça se fait aussi sur comment est-ce qu'on se parle, quoi, et comment est-ce qu'on vit ensemble au quotidien dans une structure associative, donc qui dépasse aussi forcément l'art et le sport, quoi. Et donc, du coup, dans ce skatepark, il se passe pas mal de choses. Il y a des cours de skate, il y a plein de trucs, il y a des concerts, il y a des compétitions, etc. Et il y a aussi ce qu'on appelle les sessions girls, du coup, tous les jeudis. Ça a une histoire, donc je vais vous en parler un petit peu là. Donc, Laurette nous dit « Le Petit », donc c'est le nom de ce skatepark,
qui est à Toulouse du coup, est le lieu où tout est né et qui nous a permis et qui nous permet encore de toutes et tous nous rassembler pour faire germer ces idées. Donc là, vous voyez une photo à droite du coup des nanas qui skatent au petit. Et il y avait 47 filles licenciées sur la première année du parc. Donc c'est un chiffre qui était énorme au niveau de la France, ça n'existait quasiment pas. Et donc, grâce à Benjamin Gourmand, qui est ici présent, si j'ai bien vu tout à l'heure, j'ai aussi pu avoir accès à de la documentation scientifique sur le sujet de la présence féminine dans le skate en Occitanie. Et en fait, c'est intéressant à plein de points de vue, dans le sens où je vous parlais en introduction de cette conférence, de comment est-ce que la science universitaire s'est appropriée cette histoire du skateboard, et donc comment est-ce que le skate est vu comme un objet d'étude et d'observation par des scientifiques, même si ça peut être des anciens skateurs ou skateuses. Mais là, c'est carrément aussi des lieux, depuis les lieux où on fait du skate, que se crée de la science, que se crée de la réflexion, des statistiques, de l'analyse, etc. Et ça, c'est intéressant. Ça ne vient pas de l'université, ça se fait sur place. Donc c'est aussi pour moi quelque chose qui m'intéresse beaucoup pour la thèse, le fait dans cette idée d'autonomie aussi se dire nous-mêmes on peut réfléchir à nos propres pratiques et à comment les changer, comment discuter de ça, etc. Et je trouve ça intéressant. Donc là, il y a tout un tas de chiffres et de documents sur lesquels Benjamin a travaillé, et j'ai juste sélectionné 2-3 trucs. Donc il a fait il a relevé la vision du skate féminin au haut niveau, et donc avec encore énormément de sexisme sur la place des filles et des femmes dans cette pratique-là, et concrètement, du coup, ce qui peut se passer à un niveau régional et local sur comment changer ça, comment former les personnes qui donnent des cours, etc., comment essayer de collectivement aussi changer nos pratiques. Et donc aussi, par rapport aux freins, du coup, qui empêchent, ou en tout cas qui ralentissent l'accès du skate aux filles, et notamment aussi la question du temps et de la confiance en soi, de la vision du regard de l'autre, la vision du corps sexualisé, etc. Et que faire du coup pour essayer d'endiguer un peu tout ça. Mais avant de vous parler de que faire, juste un petit extrait du coup, pour vous dire que la région Occitanie compte parmi les plus importantes en termes de développement de la pratique du skate en France, tant sous son aspect quantifiable, donc c'est-à-dire le nombre de clubs et de licenciés, que par une culture de la discipline très ancrée grâce à un historique fort sur les bassins toulousains et montpelliérains. Et Benjamin, il traite beaucoup de ça dans ses dossiers du coup, donc c'est intéressant. Et justement pour dire aussi qu'en fait, à Toulouse et en Occitanie, on n'est pas des moindres sur cette question-là, donc c'est quand même chouette. Et donc, du coup, cette idée de faire des sessions girls, du coup, les girl sess, c'est quelque chose qui est assez. Enfin, qui n'existait pas beaucoup en France, en tout cas au moment où ça a été créé à Toulouse. Et il y a tout de suite eu beaucoup de personnes qui ont participé à ça. Donc Ziggy, du coup, nous raconte un petit peu les débuts. Comment est-ce qu'on crée le skate inclusif à Toulouse? Encore une fois, créer, hein, ça veut dire institutionnaliser, mettre des affiches, créer des rendez-vous, etc. Ça ne veut pas dire qu'avant ça, il n'y avait pas des personnes, des minorités de genre ou autres qui skataient. Bien sûr que ça existait. Donc, Ziggy nous raconte. Claire avait entendu parler du skatepark Le Petit. Une semaine après, on y était pour proposer une chose. Des sessions en mixité choisie. Au début, on présentait le truc en mode girl session. Maintenant, on préfère dire queer cess pour inclure le plus de minorités de genre possible, qui manquent toujours dans le skate. L'émulsion pendant ces sessions, les amitiés qui se sont créées, l'entraide, j'avais jamais pratiqué de sport avant ça. La force qu'on se donnait les uns et les unes avec les autres, c'était assez fort. Et donc là, du coup, j'ai mis des exemples de graphismes que Ziggy a fait pour divers événements qu'elle a bien voulu nous prêter gracieusement. Notamment cette Girl Cess en street, donc c'est-à-dire rendez-vous place du Capitole, où apparemment ça n'a pas duré très longtemps parce qu'après une demi-heure, la police les a virés de la place du Capitole. Voilà. Donc du coup, toujours aussi par rapport à la réception du skate dans l'espace public, c'est pas forcément évident tout le temps. Donc voilà, Jérôme Nouvet au skatepark Le Petit, qui est donc notre championne à nous. Et Laurette qui nous fait une petite communication à propos du collectif. Je vais peut-être pas tout vous lire, je suis désolée, j'ai mis beaucoup de textes, en fait, je me rends compte que c'est un peu assommant. Je vous lis juste l'introduction. Donc les potes et le collectif, c'est tout ce qu'on a, je dirais.
J'ai du mal à imaginer un monde où on évolue seul, et d'ailleurs ça m'a toujours un peu énervé les gens qui disent qu'ils se sont construits tout seuls. Le collectif, c'est ma motivation, c'est pourquoi je crée, pourquoi je me bouge. Et donc elle raconte aussi que c'est une personne qui voyage beaucoup, et comment est-ce que le skate lui permet aussi de revenir, de se reconnecter à elle-même quand elle est en voyage loin de chez elle, etc. Donc c'est intéressant. Et voilà d'autres photos de travaux donc dans l'ancien skatepark du Petit en bas, et dans le skatepark actuel en haut. Et Marion nous dit quelque chose d'intéressant sur le DIY qui marche bien avec ses photos, je trouve. Le DIY ne se réduit pas à un slogan. Faire soi-même est un rapport au monde, une invitation à prendre ses affaires en main, à faire avec les moyens du bord et à voler de ses propres ailes dans tout ce que l'on fait. Il devient un état d'esprit, une façon de se suffire et de faire avec les moyens du bord. Par ailleurs, et c'est mon analyse, quand on se construit dans l'illégalité, en dehors de la société, on apprend à faire soi-même sans rien attendre, que ce soit en termes de financement, de savoir-faire, de reconnaissance. Le skate était illégal pendant des décennies, sa culture, ou plutôt contre-culture, est forcément punk, qu'elle soit rock, reggae ou hip-hop. Et voilà des images actuelles du skatepark Le Petit, où nous avons donc tous les jeudis nos sessions girls, ou en tout cas personnes de minorité de genre, qui sont du coup regroupées un peu sous ce terme girls, sans vouloir être essentialisant par rapport à ce que c'est que une personne qui s'identifie comme girls ou comme meuf ou comme femme. Voilà. La pratique artistique des skateurs est quotidienne et s'intègre à leur mode de vie, ce qui les rend créatifs et souvent très polyvalents. Donc ça, on en a déjà parlé par rapport à l'auto-formation, du graphisme, de la musique, de la photo, mais aussi du coup de la construction et de la réparation, et que ce soit en termes de faire des modules en bois ou réparer de la lumière ou des volets roulants, enfin des choses comme ça. Donc il y a tout un tas d'auto-formation, et c'est aussi avec une grosse volonté de partage envers les autres. Si tu veux apprendre, il faut juste venir et c'est possible, quoi. Ce que je trouve génial. Ok, on arrive enfin à la dernière partie. J'espère que je ne suis pas trop en train de vous sécher. Donc, sélection de pratiques artistiques dans le skate, du coup, ça va me permettre de parler un peu plus en détail de ces 4 personnes dont j'arrête pas de vous lire, du coup, des extraits des entretiens qu'on a eus pour préparer cette conférence, et dont notamment Lisa Jacob, avec cette photo de Benjamin Debert qui date de 2009, qui est, je pense, une des photos qui a fait que j'ai voulu me mettre au skate. Moi, j'ai découvert Lisa dans une vidéo de Nosebone Café Clop, elle s'appelait. Et j'étais là, waouh, mais qu'est-ce que c'est génial, quoi, c'est trop bien. Et puis, c'était la seule nana de toute la vidéo, et je trouvais ça génial, quoi, même si c'est pas forcément facile à porter un peu cet étendard de femme qui doit inspirer les autres femmes à faire du skate. Ça peut être un peu lourd à porter, mais en tout cas, moi, j'avais trouvé ça trop génial, et je me souviens que j'avais beaucoup de timidité pour aller faire du skate comme ça sans connaître personne. C'était un peu horrible, donc ça m'a donné beaucoup de force. Elisa, c'est quelqu'un qui a un parcours très intéressant. Elle travaille actuellement en tant que constructrice freelance. Donc elle construit des skateparks un peu partout dans le monde. Et elle fait ça notamment avec Concrete Jungle Foundation. Et elle a aussi monté un site internet avec une librairie du skate très très intéressante qui s'appelle Forever Playground. Et il y a beaucoup de références, de vidéos, de conférences, de livres. Il y a vraiment plein de choses. Si ça vous intéresse, je le conseille absolument. Et elle est très engagée politiquement, notamment dans Boycott des investissements et sanctions, qui est une structure qui milite activement dans le conflit israélo-palestinien, puisque Lisa a construit un skatepark en Palestine, du coup. Et d'ailleurs, c'est l'expérience qui l'a la plus marquée quand on discute avec elle sur ses divers voyages et expériences là-dessus. Et c'est possible du coup de faire des donations sur le site pour l'association locale de skate de Palestine qui s'appelle Skateboarding for Solidarity. Et elle nous dit: le skate en tant que pratique pour moi n'a pas vraiment de sens si je ne partage pas ce moment avec des gens que j'aime. Donc pareil pour cette question du collectif. Voici quelques images. Du coup, ça c'est un skatepark, donc en bas à gauche au Maroc et en haut à droite au Pérou. Et si vous voulez avoir plus d'informations, on a la chance d'accueillir Lisa dans pas longtemps du tout au théâtre de la Cité
pour une projection d'un de ses films et une rencontre exceptionnelle. Donc ce sera jeudi 4 avril à 18h, si je dis pas n'importe quoi. Et il faut réserver parce qu'apparemment il y aura du monde. Et donc, quand on lui parle de culture du skate, Lisa nous dit c'est tout ce qu'il y a autour, le mode de vie, le fait d'être dans la rue la plupart du temps, de se réapproprier la ville et son architecture. C'est aussi un langage particulier, une façon spécifique de voyager et un moyen de se connecter à des skateurs de cultures différentes. C'est aussi construire une communauté, transformer des lieux et les faire vivre, s'organiser par la solidarité, apprendre des uns des autres. Parce que du coup, elle a vraiment une vision très très horizontale et la question aussi de partir construire des skateparks à l'étranger, mais être vraiment dans cette optique d'apprendre aux populations locales et aux skateurs locaux comment faire pour qu'ils et elles soient ensuite autonomes et leur donner par contre vraiment les financements aussi pour pouvoir faire fonctionner ce skatepark et en tirer aussi des emplois, etc. Enfin, c'est des projets qui sont à des visions à long terme, quoi. Et donc il y a tout un tas de projets super intéressants, comme par exemple le Kovalam Skate Club, qui repose sur une espèce de concept assez simple et sympa, qui est si tu vas à l'école pendant un jour, tu as le droit de faire du skate pendant un jour, et du coup ça se quantifie un peu comme ça, et ça permet aussi de motiver les enfants à avoir cette double pratique d'aller à l'école et de faire du skate. Et donc Lisa nous dit « Je me sens connectée à des gens du monde entier. Ces expériences marquent et l'on n'oublie pas les gens qui les peuplent. » Ça ne veut pas dire que l'on se parle tous les jours, mais l'on reste connecté à vie par une expérience partagée qui marque nos vies. Et quand on se parle, c'est comme des vieux amis. Et j'en ai pas parlé, mais Lisa, elle participe aussi à un collectif qui s'appelle Skate Play, où en fait, ça utilise des pièces de théâtre qui parlent de skate, de relations entre les gens, etc., qui vont se faire de manière compréhensible au travers des barrières de la langue, etc. Et Lisa a aussi une pratique d'écriture poétique. Et donc, à travers le théâtre, elle va aussi essayer de créer des liens comme ça par le biais du skate pour faire passer des valeurs et des questionnements, etc. Donc, c'est super intéressant. Ça s'appelle A Skate Play. Voilà, donc je vous invite vraiment à venir rencontrer Lisa et voir son documentaire au Théâtre de la Cité. Donc Laurette, on en a pas mal parlé déjà, du coup c'est une personne qui est plutôt dans le graphisme, l'illustration, le tatouage, et c'est l'artiste phare de Clumsy, Clumsy qui est l'association qui soutient la scène skate féminine et queer et le monde artistique qui gravite autour dans leurs propres termes. Et donc par exemple, moi ma planche c'est une planche Clumsy avec des roues Clumsy. C'est pas du tout une promotion, mais en tout cas, c'est tenu par des nanas qui font du skate. Et c'est très important aussi d'avoir ce genre de logique-là, d'acheter à des personnes qui sont elles-mêmes skateuses, qui nourrissent un réseau local, etc. Et là, vous avez aussi des réinterprétations de photos avec de l'illustration par-dessus. Donc là, on voit Pollyanna, qui est une skateuse des Landes, et notamment ici... encore un autre skatepark connu des Landes à côté de la dune, et les petits trous que j'ai moi aussi à ma planche. Donc Laurette nous raconte toute cette culture, tout ce qui s'est créé autour d'un objet, c'est juste incroyable, que ce soit architectural, musical, sportif ou graphique. Je trouve que c'est super de le faire évoluer et perdurer, et puis de faire partie de tout ça. Je crois que c'est cette humanité qui est inspirante dans le skate. Je crois que c'est voir les copains sourire de ton dessin ou porter ton sticker sous leur planche qui est motivant. Le skate, c'est toute une culture. Il y a besoin d'art en général et il y a de l'espace pour tout le monde qui veut créer. C'est un sport qui est aussi tellement multiculturel et ouvert à tout le monde que tu as la chance de pouvoir rencontrer tous ces gens que tu n'aurais jamais rencontrés avant. Ça ouvre à plein de discussions, plein de nouveaux points de vue et d'expériences. Ce qui me fait arriver à la dernière personne dont je veux vous parler aujourd'hui, qui est donc Marion Deken, qui est une très très chère amie, qui est réalisatrice de films. Donc là, je vous ai mis un peu les différents films qu'elle a fait. Donc Bande de skateuses, qui est son plus récent, sur lequel j'ai été roadie au tournage, c'est-à-dire que j'étais la personne qui faisait les pâtes, qui cuisinait les pâtes et qui conduisait le van avec tout le bordel dedans. Et elle a aussi fait des films super sur l'école de la différence, notamment sur une classe d'Ulysse dans une école dans le nord de la France, mais aussi sur le skate par rapport à la question des JO. Et un court-métrage que j'adore qui s'appelle Six Feet Skater, Vie de croquis, qui est en fait l'histoire de copains à elle
qui ont trouvé un moyen de faire du skate et de vivre leur vie de Parisien, c'est-à-dire qu'ils sont devenus croque-morts. Et en fait, être croque-mort, ça permet d'avoir plein de temps libre pour partir faire des trips de skate ou pour skater quand il fait beau, etc. Donc voilà, c'est un court-métrage qui est génial. Et elle a aussi parlé de plein d'autres choses super intéressantes. Donc là, vous la voyez en train de filmer. Là aussi, donc ça, ce sont mes photos parce qu'en fait, je suis fascinée par Marion quand elle travaille. Donc j'ai trouvé plein de photos de Marion en train de filmer dans toutes ses positions, en train de se faire les abdos par terre. Et comme je m'intéresse beaucoup justement aux conditions de création des artistes, c'est vrai que Marion est quand même, je l'ai souvent sous ma loupe. Et c'est une personne extrêmement intéressante qui justement a beaucoup été dans la culture du skate, dans le monde du skate, avant de se mettre elle-même au skate. Elle s'est mise au skate assez tard, comme moi d'ailleurs, parce que j'ai été dans le milieu de la culture du skate pendant très longtemps avant de me dire allez c'est bon, j'y vais pour de vrai là. Et on a pas mal parlé de ça et c'était intéressant aussi parce que ça pose aussi un autre type de relation aux autres. C'est assez chouette quoi. Quand on commence à vraiment faire du skate, après on a juste trop envie de tout le temps en faire et du coup on est moins concentré sur les autres. Et par exemple pour Marion, c'est un peu moins facile aussi de filmer les autres. Enfin, elle le fait encore quand même, hein, bien sûr, mais il y a un petit côté aussi où on a envie d'en faire un maximum quoi. Pardon? Ah, oula. Alors moi j'ai commencé à 29 ans. Et elle a commencé, je crois, à 40 et quelques. C'est tard, ouais. Ouais. En général, les gens. Enfin, moi j'ai 30 ans là, et les gens de mon âge qui font bien du skate, ça fait au moins 10 ans qu'ils en font, quoi. Mais au moins 10-15 ans, quoi. C'est plutôt. Enfin, tard. Enfin, commencer tard après, c'est plus que tu commences avec plus d'appréhension, avec des pensées adultes un peu plus. C'est plus difficile de déconstruire sa peur et tout ça, quoi. Mais oui. Après, il y a des Daewon Song qu'on a vu au début, là. Il a, je crois, 49 ans, on a dit l'autre jour, un truc comme ça. Et il skate encore quotidiennement extrêmement bien, quoi. Donc, il y a pas vraiment de. Ça dépend comment le corps suit, quoi. Donc là, vous avez deux images, du coup, de Film Stills, donc de son documentaire Bande de skateuses, que je trouve génial. Enfin, voilà, moi, je suis complètement pas objective sur cette personne. Et donc Marion nous dit: la culture skate, c'est un mode de vie, une pratique d'une communauté qui a son mode de fonctionnement spécifique. La culture skate a sa propre échelle de valeurs, ses codes de fonctionnement et ses références, qu'elles soient artistiques ou autres. Elle fédère une communauté d'individualités qui acceptent sous couvert de se reconnaître dans cette culture skate, de participer à la communauté et de donner du temps, de l'expertise, de l'entraide. Un groupe de soutien et d'entraide comme une grande famille qui fonctionne en autonomie du reste du monde. C'est la meilleure définition qu'on pourrait trouver de ce que c'est qu'être skateur aujourd'hui, quoi. En tout cas, dans le monde du skate dans lequel on évolue, nous, quoi. Donc, du coup, ça, c'est un petit behind the scene, donc derrière... comment on dit behind the scene? Derrière les... Enfin, une vue sur les coulisses, merci. Ça commence à devenir compliqué le vendredi, là. Du coup, de ce court-métrage dont je vous parlais, La vie de Croquis, qui est vraiment super intéressant. Et donc, c'est la bande de Gmap, la bande de Vega à Paris, qui sont les amis de Marion, du coup. Donc, Marion nous dit sur la question du collectif: les potos et potota, c'est le féminin de poteau que Marion a inventé, représentent ma famille choisie, celle avec qui j'ai le plus d'affinité, que ce soit en termes de valeurs ou de mode de vie. Cette famille choisie, la communauté que tu te crées, est essentielle. Elle permet d'avancer dans ta propre liberté ou autonomie. Car ce collectif est ouvert, sans jugement, il est bienveillant, accueillant, présent et enveloppant. Je dirais que la place du collectif est essentielle dans la mesure où ce collectif respecte chaque individualité. Et voilà des images aussi de Marion en train de monter une exposition de photos de skate et de vieilles bricoles qu'elle retrouve en fripe. Et aussi de Julien Degnaud, qui est un ami à elle, qui en fait fait de la sculpture à partir de planches de skate. Son travail est très intéressant. Donc Marion nous dit: avoir du style en skate, c'est donner l'impression que le moment créé est fluide alors qu'il demande énormément de technique et d'années de répétition. La créativité, c'est ce qui te permet d'avoir du style. La créativité se travaille même si certains ou certaines sont plus dotés à la naissance.
La créativité, c'est savoir rebondir, inventer, se projeter, faire du beau avec du rien, imaginer. En skate, la créativité, c'est ta capacité à sublimer ton environnement, tes propres limites techniques pour créer un moment stylé. Et je trouve que cette définition pourrait vraiment s'appliquer juste à ce que c'est que la créativité artistique, tout simplement. Ou même la manière de vivre sa vie, en fait. Le philosophe Yankelevitch, il parle de la beauté des petits riens et de tout le temps être en redécouverte de son environnement. C'est vraiment cette philosophie-là, quoi. Bon, je vais peut-être arrêter de vous lire des pavés et des pavés entiers. Juste peut-être un extrait de ça. Donc Marion nous parle de la colorimétrie de l'espace, la géométrie des formes, la posture des skateurs lors d'une figure. Tous ces éléments ont, comme en danse, l'objectif de créer un moment artistique, un moment suspendu. Ça tombe bien puisque dans 2 semaines, on a une conférence sur la danse, donc ça va nous permettre aussi de transitionner vers ça. En tout cas, j'aurais pu parler de plein de pratiques de photos, comme celle de Fred Mortagne, par exemple, d'architecture, comme Raphaël Zarka, même si c'est quelqu'un qui est vu et revu ici, on le connaît très bien. Mais cette idée aussi des lignes de la ville et des contrastes entre le corps des skateurs, skateuses et l'architecture autour, c'est quelque chose qui est beaucoup travaillé en, en photo. Voilà encore une image du trip de skate pour bande de skateuses prise par Clément Schuller à Villevieille. Et comme on arrive au terme de cette conférence, je vais quand même vous lire le texte en entier. Donc Mario nous parle de son lien avec le skate. Il m'inspire au quotidien, dans mon approche de la vie, de la ville, dans mon mode de déplacement, mes voyages, mes amis. Il conditionne mon environnement social, ma culture artistique, qu'elle soit visuelle, musicale, photographique. Le skate est omniprésent dans ma vie depuis plus de 20 ans, désormais, et rassemble un ensemble de valeurs que je partage avec la communauté du skate. Le skate est une façon de vivre, de consommer, de créer, d'avoir des amis, de voyager. En ce sens, il est une culture et absolument pas uniquement un sport. Pour autant, il permet d'aborder la vie de manière sportive sans avoir l'impression d'en faire. Il suppose un rapport à la douleur, à l'abnégation, à la capacité de chacun à aller puiser dans ses ressources psychologiques et physiques. Et voilà une photo de l'ancien skatepark Le Petit dans son premier emplacement et de Sacha Mallier qui fait une tirette Faki, donc prise par Gabouche, Gabriel Renaud. Voilà, je vais peut-être pas vous lire tout ça. Peut-être que vous en avez marre. Je sais pas depuis combien de temps je parle. Ça fait un moment, je crois. En tout cas, voilà, ça c'est la digue à Toulouse. Donc c'est Chani Bru, prise en photo par Clément Schuller. Et cette dernière image pour clore cette conférence, toujours à Toulouse, Chani Bru qui pousse sa planche au Parc des Expos, je crois que c'est au Mythe. Donc je vous parlais justement de cette histoire du contraste entre le corps et les lignes architecturales. En tout cas, j'aurais pu vous dire encore des milliers de choses. Hein. J'avais des pages et des pages de notes. Il va bien falloir que je m'arrête quelque part. Je suis très contente d'avoir pu un peu mélanger toutes ces choses et puis mélanger aussi des regards qui sont différents des miens et des expériences différentes des miennes. Et j'espère que ça rend un peu plus clair déjà ce qu'est le skate et ce qu'est la créativité dans le skate et tout autour du skate, en fait, pas juste dans sa pratique, mais aussi dans tout ce que ça implique en termes de personnes, de positionnement dans la société, de résistance aussi par rapport au monde qui nous entoure et à ces violences. Et comme j'ai pas du tout parlé de micro-édition ou de magazine, je vous invite à venir voir un peu ce que j'ai ramené. Vous pouvez aussi venir voir ma planche qui n'est pas exactement propre, mais si vous montez dessus, faites juste attention à pas vous casser la binette, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute attentive. J'espère que ça vous a intéressé. Et on va passer à quelques échanges et questions d'ici quelques secondes. On va d'abord couper la vidéo.